Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la classique VAR. On va revenir un petit peu sur la deuxième édition de cette épreuve. Cette année il n'y avait pas le Montfaron au programme, mais une arrivée classique du côté du Tour des Alpes-Maritimes à l'époque, avec l'arrivée du côté de Fayence. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur le final de cette journée, avec des coureurs qui sont un petit peu passés à côté, notamment du côté des formations françaises. Et puis on parlera également des coureurs qui ont plutôt été performants, notamment une équipe sino-kazakh qui a encore été aux avant-postes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite avec la deuxième édition de cette classique VAR. Je m'excuse déjà de vous avoir spoilé les résultats avec la miniature, mais il faut savoir que déjà j'ai pas 150 choix de photos, notamment sur certaines courses, et qu'ensuite, une vidéo, pour qu'elle soit visible, ça passe par la miniature. Alors, je fais déjà pas les miniatures les plus fantastiques, parce que ça me fait déjà chier, en fait, de faire des belles miniatures, parce que je me dis que la miniature, en fait, c'est que de la forme, et c'est pas du fond. Et une vidéo, chez moi, c'est du fond. Voilà. Donc, arrêtez de cliquer sur YouTube seulement sur les miniatures. Cliquez par rapport au titre, cliquez par rapport à des sujets qui vous intéressent, mais pas seulement par rapport à la miniature. Réfléchissez avant de cliquer sur une vidéo, vraiment. Parce qu'après, il y a des gens qui se plaignent de se dire sur YouTube, c'est maintenant de la merde, YouTube, c'est nul. Mais en même temps, les gens, ils cliquent sur les miniatures qui sont les plus travaillées. J'ai envie de dire, une miniature travaillée, ça ne veut pas dire une vidéo de qualité derrière. Donc cliquez sur des gens qui font des miniatures moches, voilà, n'hésitez pas. Mais il faut savoir que voilà, je suis obligé de mettre des photos sur les miniatures. Les toutes premières miniatures de la chaîne, il y a longtemps désormais, il n'y avait pas de photos, ça faisait pas de vue non plus à l'époque. Du côté donc de cette classique VAR, déjà je voulais souligner quelque chose du côté de cette classique VAR avec cette modification de parcours. On est passé cette année à Fayence et non pas du côté du Montfaron. Alors certains diront, on dégrade un petit peu le parcours. C'est vrai que le Montfaron, 6-7 km, c'est toujours sympa. C'est vrai que c'est la montée de cette région. C'est toujours intéressant. Et c'est vrai que Fayence, même si c'est une montée qui est intéressante, on a eu quand même des belles arrivées. Je me souviens notamment d'un Brandbiya qui s'était imposé, je crois, notamment à l'époque où c'était le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Eh bien, c'était plutôt une arrivée intéressante, mais il faut saluer l'organisateur qui a décidé de ne pas aller au Montfaron parce qu'il disait que pour accéder au Montfaron, il y a notamment une route qui passe le long de la mer et qui est difficile à gérer en termes de sécurité. Et donc, il a fait le choix d'avoir un parcours peut-être moins intéressant, moins dur, mais d'avoir un parcours plus facile à sécuriser. Et c'est pour ça qu'il a décidé de partir du circuit du Luc pour aller à Fayence. Comme quoi, il y a des organisateurs des fois qui anticipent les choses et qui réfléchissent. Si j'ai pas suffisamment de bénévoles, eh bien je décide de faire un parcours différent avec peut-être moins de choses à sécuriser. C'est ce qu'a décidé de faire l'organisateur de cette classique VAR et je voulais le signaler parce que ça, je tape souvent sur les organisateurs. Mais quand un organisateur réfléchit intelligemment et fait les choses correctement, eh bien il faut le saluer aussi. Et là, sa décision est une décision importante parce que ça, d'un point de vue sportif, ça a dû l'embêter, certainement. Ça lui a peut-être enlevé certains coureurs également au départ, mais il y a un moment, il faut faire des choix. Et la sécurité doit être la priorité des organisateurs. Et il faut le saluer quand c'est le cas. Également pour des questions de vent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de protocole vent du côté de l'UCI. On a un protocole, on va dire tempête, un protocole mauvais temps, quand il fait très froid. Mais il n'y a pas de protocole vent. Et c'est vrai qu'il faudrait en fait interdire l'utilisation des jantes hautes dans certaines conditions de vent. Parce qu'aujourd'hui, on ne les interdit pas. Donc forcément, il y a toujours des petits malins qui vont les utiliser. Donc au final, tout le peloton les utilise. Sauf qu'on sait très bien que des jantes hautes avec le vent, eh bien ça peut faire la chute de Julien Alaphilippe lors d'Estrade Bianche.
Et ça serait bien d'avoir un protocole vent. C'est pas comme si la chute de Julien Alaphilippe ne date pas de cette année. Au Strade Bianche. Ça veut dire qu'on aurait pu anticiper. Mais pour ça, il faudrait encore une fois un président de l'UCI et des gens qui bossent du côté de l'UCI, parce que c'est vrai que ça fait surtout depuis le Tour du Pays Basque de l'an dernier, mais même avant, on nous dit oui, on travaille sur la sécurité, on travaille sur la sécurité, on travaille sur la sécurité. On a vu des grandes décisions, à part une décision à la con pour moi qui est celle de carton jaune. Bon, j'en avais déjà parlé, parce que je suis contre les cartons jaunes. Pour moi, il aurait fallu un système de permis à points. Mais on a vu d'autres choses qui ont été faites depuis. Bah non. En termes de sécurité pure, non. Donc ça serait bien quand même de travailler là-dessus du côté de l'UCI et d'enfin sortir des choses, enfin d'avoir des propositions, parce que là, c'est quand même depuis un an qu'on attend des propositions de la part de l'UCI. Bon, du côté de cette classique VAR, on a eu une échappée, notamment avec Jaakko Hänninen, ancien 3e des championnats du monde espoir, qui depuis a quand même, il faut bien le dire, disparu. On avait Vestrofier, le meilleur ami d'Arnaud Delis sur l'étoile de Bessèges. Il y avait également Maël Guégan, qu'on voit souvent dans des échappées, mais qui était bien fatigué sur la fin. J'étais même assez surpris, parce que pour moi, je pensais que ça serait lui qui arrivera à résister assez longtemps, et en fait c'est presque lui qui a craqué en premier. Damien Girard qui était en tête du classement de la montagne de la dernière étoile de Bessèges, et puis Célestin Guillon qu'on avait vu également, je crois, du côté de l'étoile de Bessèges dans certaines échappées. C'est les coureurs qui vont tenir jusqu'à 1 km de l'arrivée et le pied de cette montée du col de Fayence. Je ne sais pas si on doit appeler ça le col de Fayence. La côte de Fayence, peut-être plutôt sur 1 km. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a des équipes qui ont décidé de se mettre en place. On a vu un peu l'AEF, mais on a surtout vu notamment la Décathlon AG2R qui a fait beaucoup de boulot. Mais ça restait quand même assez décousu. Il n'y avait pas vraiment totalement une équipe à partir de 600 mètres de l'arrivée qui maîtrisait la situation. On a une accélération de Victor Lafay. Puis ensuite, Paul Lapera décide d'attaquer également. Revient sur Victor Lafay, sauf que Victor Lafay ne crée pas de cassure, Paul Lapera n'arrive pas à lâcher Scaroni, et à la fin, ils ont été les deux meilleurs équipiers de Christian Scaroni, qui s'est imposé devant Kevin Vauquelin et Santiago Buitrago aujourd'hui pour le top 5 de cette course. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec Scaroni, bien entendu. Scaroni qui a été très performant aujourd'hui. Gros début de saison de Scaroni même. Je regardais 5e du Grand Prix de la Ruta da Ceramica, 2e du Tour de la Classica de Valence, 2e à Calvia, 3e au Tour de Murcie également. Et puis vainqueur ici à Classic VAR autour de Murcie, il devance même Champoussin, là il redevance également, il est de nouveau devant Clément Champoussin. Très gros début de saison, pour tout vous dire. On est le 21 février par rapport au point Pro Cycling Stats. Sa meilleure année en carrière, c'est 2023, il a marqué 350 points Pro Cycling Stats, qui je rappelle ne sont pas les points UCI. En 2024, il marque 310 points Pro Cycling Stats. En 2025, il est déjà à 257. Donc c'est son meilleur début de saison en carrière, mais largement, et il est quasiment dans les points des années précédentes. Que dire si on regarde les points UCI, 418. L'an dernier, il est à 524, donc on est quasiment à un niveau proche. Alors il avait déjà fait un gros début de saison, parce que c'était sur la première partie de saison qu'il avait marqué la majorité de ses points, notamment avec une 4e place à l'Eguelia et 8e de la Figara Champions Classic. Et si on regarde en 2023, donc il avait marqué 449 points UCI. À l'époque, il avait été un peu moins bon en début de saison. Ça s'était joué notamment avec un bon Giro et un Tour de Pologne où il avait été très solide, notamment sur cette épreuve. Et l'Arctic Race of Norway, il avait été bon là plutôt en fin de saison, en 2023.
Mais c'est intéressant hein, du côté de Scaroni. C'est vrai que moi j'avais un peu peur, parce que je crois que l'an dernier il était en fin de contrat Scaroni, et j'avais un peu peur qu'il quitte, parce que je me disais, bon chez Astana ils ont besoin de coureurs qui marquent des points, et t'en as vu quand même certains qui ont quitté la formation. Moi je me disais, alors, Scaroni il faut qu'il reste, parce que c'est vraiment un coureur talentueux et je pense que ça peut être vraiment un des coureurs intéressants notamment pour son côté puncher et forcément ça peut te marquer des points et on le voit sur ce début de saison, c'est plutôt très efficace. Et notamment, c'est vrai qu'à Murcie, il suit Tim Willems. Il aurait peut-être pu faire deux si Tim Willems, les deux avaient continué leur effort, voire pourquoi pas aller gagner cette course. Et là, il a donc réussi à remporter cette course. C'est sa 3e victoire en carrière. Je pensais qu'il en avait plus. Il a gagné 2 étapes sur la Adriatica Ionica Race en 2022. Donc à l'époque, il était chez Gazprom. Non, il devait déjà être passé chez Astana, peut-être. En 2022, où il était avec la sélection italienne. Non, il devait être avec la sélection italienne, parce que voilà, Gazprom venait de s'arrêter. Et donc la classique VAR, il y a beaucoup de deuxième place dans sa carrière, mais je pensais qu'il avait plus de victoires que ça, Scaroni, parce que c'est un coureur qu'on voit souvent aux avant-postes, et je me disais que dans des courses italiennes, je regarde pas tout le calendrier italien notamment, ou même sur un Tour de Turquie, voilà, j'aurais pu, ou au Langawi, voir une victoire de Scaroni. Et non, il n'en avait pas tant que ça. Et autant aujourd'hui, c'est un coureur qui a été très efficace aujourd'hui. Très très efficace, très bon sprint. Il passe en tête au virage, à l'épingle. L'épingle, elle allait aux 75 mètres. Donc ensuite, il a pu s'imposer. Mais il profite surtout de l'erreur stratégique de la Decathlon AG2R. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, vous l'avez bien compris. Il y a quand même une grosse erreur stratégique du côté de la Decathlon AG2R. Et ça a bien profité à Scaroni aujourd'hui qui s'impose. Ça va faire mal à la tête du côté de la Groupama FDJ, qui n'a pas fait une belle journée, la Groupama FDJ, parce que c'est un coureur de la Conti. Et oui, il a été dans la Conti Groupama FDJ en 2019. Je crois que c'était même la première année de cette équipe 2019, mais il n'avait pas été conservé. Et c'est vrai que quand tu regardes cette génération-là, il y avait Kevin Geniet, qui est peut-être le seul qui a été conservé. Jack Stewart était dans cette équipe. Il y avait Karl Patrick Lauk, également l'estonien. Vous aviez également Simon Gugelmi, qui a quitté l'équipe. Clément Davy et Alexis Brunel qui a également quitté l'équipe, donc il y avait quand même quelques talents qui ont désormais quitté cette formation. Alors après, il n'avait pas eu forcément des grands résultats à l'époque. Si je regarde en 2019 Scaroni, c'était pas foufou en termes de résultats, à part une 2e place au Tour du Jura, et une victoire au classement de la montagne du Tour de Normandie. Il n'y avait pas eu 150 000 résultats, mais ouais, c'est marrant, des fois les choix de certaines équipes peuvent être regrettables un petit peu plus tard. Et puis à 27 ans, je trouve que c'est un coureur qui progresse encore. Encore une fois, il y a des coureurs qui sont plutôt à maturité lente, et il ne faut pas les négliger ces coureurs-là, et Scaroni progresse d'année en année. De toute façon, ses meilleures saisons, c'est les 3 dernières. Donc ça veut dire que ça travaille bien du côté de Scaroni, du côté de son entraînement. Deuxième coureur top du jour, pour moi c'est Buitrago, parce que c'est pas toujours facile de rentrer en Europe. Du côté de rentrer en Europe, pardon, de se relancer plutôt après une victoire autour de la communauté de Valence. Même si tu as un coureur qui aime bien les bosses, c'est pas forcément. C'est pas toujours simple. Voilà, quand tu es attendu. Là, en plus, dans cette équipe, il y avait également Lenny Martinez du côté de la Bahreïn. Donc, forcément, les regards sont plus en France sur Lenny Martinez que sur Buitrago. Et puis, je pense que du côté de Santiago, Buitrago, c'était un peu court aujourd'hui pour lui. Il est un peu meilleur sur des montées une chouille plus longue. Il a plus un profil Flèche Wallonne que Amstel Gold Race. Très clairement, du côté de Santiago Buitrago. Et là, la montée finale, surtout qu'il n'y avait pas non plus 5000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui, c'était un peu court pour lui. Il n'est pas très bien placé au pied, ce qui va lui coûter un petit peu de temps.
et je pense que ça lui coûte pas mal d'énergie. Ça reste une 5e place intéressante pour lui, surtout en prévision du Tour des Alpes-Maritimes et de Paris-Nice, où là, je pense qu'il sera un petit peu plus intéressant Buitrago. Ça reste là aussi un bon début de saison, hein, parce que depuis le début d'année, il a que des top 10, sauf la dernière étape du Tour de Valence, où il a fini 28e. Donc il est quand même en très bonne condition physique. Mais des fois, voilà, d'une course à une autre, en février, on peut avoir du mal à relancer la machine. Ah, ça s'est plutôt bien passé du côté de Buitrago. Donc belle performance pour le moment, avec une belle voilà, une 5e place qui me semble pour moi intéressante. Je sais que certains vont peut-être dire que c'est un petit peu décevant pour lui, mais je trouve que par rapport à la physionomie de course et au placement, la Bahreïn n'a pas forcément fait un gros travail d'équipe. Eh bien, je trouve que c'est plutôt pas trop mal pour lui. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Louis Barré, le coureur d'Intermarché. Lui, c'est pas forcément son terrain de prédilection, les étapes comme ça très très punchy. Là aussi, c'était très court pour lui. Lui qui est passé d'Arkea à Intermarché, et il s'en est extrêmement bien sorti aujourd'hui. Et là aussi, un début de saison intéressant pour Louis Barré, 11e à Calvia, 14e à Serra Tramontana, 17e du Tour de Murcie, ça c'était un petit peu moins bien, et 6e de cette classique VAR. Donc là, on sent un coureur qui avait envie de se montrer, et comme Intermarché en plus fait pas forcément un gros début de saison, ça doit être l'un des plus gros pourvoyeurs de points pour le moment. Du côté de cette formation, lui qui aura un calendrier principalement basé sur des courses d'un jour, hein, je le vois, notamment l'Amstel, Paris-Camembert, donc peut-être une envie d'être plus puncher, peut-être qu'il était sous-utilisé dans ce rôle-là du côté de Arkea, mais pour moi il avait plus des qualités sur des filières un petit peu plus longues, c'est-à-dire plutôt sur des bosses 5 à 10 km, plutôt que sur des bosses comme ça outils courtes. Donc c'est plutôt une belle performance là aussi de la part du coureur français qui est passé notamment par l'équipe U Nantes Atlantique quand cette équipe était déjà en Continental, oui. Il l'a connue quand elle était en DN1, mais également au niveau continental, cette formation du côté du coureur français. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, eh bien, on va commencer avec le bonnet d'âne stratégique, c'est la Decathlon AG2R, l'Apera l'a fait, pour moi celui qui fait l'erreur c'est l'Apera. Aujourd'hui, Lafay fait une attaque, il doit anticiper, il le sait, surtout que c'est un coureur qui est en manque de repères, en manque de confiance suite à son année blanche en 2024. Donc il anticipe, c'est normal. À ce moment-là, personne n'est dans sa roue. Ce qu'il faut bien comprendre, il part, personne n'est dans la roue. Donc à ce moment-là, il a quand même une dizaine de mètres d'avance et on se dit si personne ne réplique, il peut peut-être aller au bout. L'Apera, s'il va le chercher, il faut qu'il soit sûr de lui de gagner. Parce qu'à partir du moment où tu ne gagnes pas, tu passes un peu pour un guignolos quoi, aujourd'hui. Et c'est le problème de Paul Lapera. C'est-à-dire qu'il attaque, mais en fait, il est juste revenu à hauteur de Victor Lafay. Il n'a pas réussi à le dépasser, il n'a pas réussi à le larguer. Si c'était pour attraper son équipier et pour qu'il se fasse battre tous les deux par Scaroni, parce qu'en plus, tu n'as pas regardé derrière toi, tu n'as pas été attentif de voir que Scaroni avait complètement réussi à répliquer ton accélération, il y a un moment, il fallait faire autre chose. Il y a un manque d'intelligence aujourd'hui de la part de Paul Lapera, un manque d'intelligence tactique. Aujourd'hui, il faut laisser Lafay partir et il faut attendre qu'il y en ait un qui réagisse derrière. C'est ton équipier, vous êtes dans la même formation, il faut jouer avec ce côté-là, prendre la route Scaroni s'il décide d'accélérer. Si Scaroni revient sur Victor Lafay, dans ce cas-là, tu contres. Mais si tu reviens sur un équipier, il faut être sûr de pouvoir le battre et de pouvoir gagner dans ce cas-là. Ce qui n'était pas le cas de Paul Lapera, donc il n'avait pas à revenir et à rouler derrière un autre coureur, même si c'était le leader de la formation aujourd'hui, c'est Victor Lafay qui s'imposait. Et là, on aurait dit bravo Victor Lafay, fantastique, exceptionnel. Et en plus, derrière, ça ne t'obligeait pas de faire le sprint pour faire deuxième derrière Scaroni.
Mais en faisant ça, il a ruiné complètement les possibilités de victoire de Victor Lafay. Et en plus, il a amené presque la victoire sur un plateau pour Christian Scaroni. Autant vous dire que c'est quand même un beau raté stratégique pour moi du côté de Paul Lapéra. Je pense que ce soir, dans le bus, Victor Lafay va lui tirer les oreilles. Ça fait un petit peu mal, mais il doit pas être hyper heureux. Voilà, aujourd'hui Victor Lafay, et je pense que le management de Decathlon perd de cette manière-là, parce que là c'est perdre, ça doit faire un peu mal aux fesses. Donc je pense qu'il va peut-être se faire aussi un petit peu tirer les oreilles. Paul Lapéra, coureur talentueux, mais aujourd'hui, qui a manqué d'intelligence tactique. Il fallait laisser partir Lafay, il fallait pas rouler derrière, il fallait juste suivre Christian Scaroni. Et là, ça a été la grossière erreur de Paul Lapéra. Autre équipe aujourd'hui en difficulté, la Groupama FDJ. Et du côté de la Groupama FDJ, ça a été compliqué aujourd'hui, déjà parce que j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un gros collectif. Il y a eu des individualités, mais pas forcément de gros collectifs. J'aurais aimé qu'on roule beaucoup plus pour Quentin Paché, mais comme souvent dans cette équipe, Quentin Paché n'a qu'un rôle d'équipier et on ne le met jamais dans une position de leader. Or, monter d'1 kilomètre, vu ce qu'il a montré notamment au Tour de Catalogne il y a quelques années, on sait que c'est totalement là la filière qui lui convient. Donc il fallait travailler pour Quentin Paché. Donc il fallait faire un train aujourd'hui. Sauf que il se retrouve complètement seul. T'as d'un côté Quentin Paché, t'as Martin de l'autre, t'as Genietz de l'autre. On a eu 3 individualités et pas de travail d'équipe du côté de la Groupama, qu'il faut bien le dire, on ne l'a pas vu cette formation-là de la journée. Donc c'est dommage parce que c'est pas une course par étape, la classique VAR, il n'y a pas de classement par équipe. Mais là, ils se sont quand même bien ratés du côté de cette Groupama FDJ aujourd'hui. Pour moi, il aurait fallu faire un train. Emmener avec Guillaume Martin, avec Kevin Genietz, emmener Quentin Paché. Guillaume Martin sur ce type de terrain, c'est pas suffisamment long, donc pour moi ça devait être la première étage de la fusée. Ensuite Kevin Genietz, ensuite Quentin Paché, et ensuite tu propulsais peut-être Quentin Paché vers un top 5 aujourd'hui. C'est vrai que c'est dommage, je trouve que Quentin Paché dans cette formation, on lui donne jamais les clés du camion. Alors peut-être parce qu'il ne veut pas récupérer les clés du camion, peut-être parce qu'il n'est pas assez, qu'il est un peu trop introverti et qu'il ne demande pas assez ces clés du camion. Mais aujourd'hui, il est rarement leader dans cette formation, alors que par exemple chez Decathlon SG2R, je pense un Clément Berthet par exemple peut avoir un rôle de leader. Sur certaines courses, on peut lui confier ce rôle-là. Je pense notamment sur le Tour d'Andalousie. C'est pas le cas du côté de Quentin Paché à la Groupama FDJ. Et je trouve ça bien dommageable parce que c'est un coureur qui est très talentueux. On se souvient notamment de sa saison 2022, peut-être. Non, c'était pas 2022, c'était la saison 2020. Déjà à l'époque du côté de Quentin Paché avec les championnats du monde notamment et son grand Tour de France. 2021 avait été plus compliqué. Il arrive donc en 2022 chez Groupama FDJ. Et depuis, ça fait donc 4 ans qu'il n'a pas un rôle forcément de leader, même véritablement d'électronique. C'est seulement un simple équipier, alors que pour moi, c'est un coureur un peu plus talentueux que seulement un simple équipier. Donc, dommage, voilà, du côté de la Groupama FDJ. Et puis en plus, l'effet qui se coule, un ancien de la Conti s'impose. Ça fait toujours un petit peu, encore plus mal aux fesses. L'AEF aujourd'hui, gros raté aujourd'hui de l'AEF et de Richard Carapaz, mais même de cette équipe en général, parce qu'on avait Richard Carapaz et Cepeda. Et Carapaz fait 25e seulement aujourd'hui, alors qu'il est plutôt bien positionné, donc il n'a pas réussi à trouver le bon rythme dans la montée finale. Cepeda seulement 33e, alors que ce sont 2 coureurs qui sont de très bons puncher dans ce type de situation-là. Alex Baudin fait 42e, mais là aussi, du côté de Alex Baudin, qu'on a peu vu depuis le début de saison, il a couru depuis le début de saison, même Baudin. Non, c'était son jour de reprise. C'est bien ce qui me semblait. Mais on n'a pas très bien couru pour Carapaz et Cepeda. Carapaz qui avait fait 2 jours sur l'étoile de Bessèges et Cepeda qui a fait lui le Tour de la Provence.
Cepeda qui avait déjà pas fait un grand tour de la Provence, hein, seulement 19e du général, assez transparent, et Carapace pas exceptionnel non plus sur l'étoile de Bessèges, mais il n'y avait pas eu forcément des étapes qui lui correspondaient extrêmement bien. Sur cette classique VAR, il n'a pas réussi à trouver ce rythme, peut-être en manque de jours de course, il faut bien le dire. On le verra désormais sur le Tour des Alpes-Maritimes, et puis Ardèche et Drôme classique. On espère un petit peu mieux du coureur équatorien qui est en fin de contrat avec l'AEF. Moi je pense qu'il est plutôt bien du côté de l'AEF, mais voilà. Mais c'est vrai que normalement avant c'était un coureur qui était bon dans ce registre-là où il faut du punch. Après ces dernières années, c'est vrai qu'on l'a plutôt vu partir de loin en tant que grimpeur, donc il a peut-être perdu un petit peu de niveau en tant que puncher seul. C'est peut-être ce qui lui a manqué aujourd'hui, c'est que c'est maintenant vraiment un pur grimpeur et plus forcément un grimpeur puncher. C'est peut-être ce qui a manqué, mais dans ce cas-là, on avait Cepeda aussi, et Cepeda est passé à côté. Je rappelle un coureur Carapace qui était passé par la Lizarte dans sa carrière, le fameux club qui est devenu la Kern Pharma depuis, avant d'arriver chez Movistar, puis chez Ineos et EF. Il est professionnel, il est en World Tour depuis juillet 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. L'an prochain, ça fera 10 ans qu'il est du côté des professionnels, du côté du World Tour, alors qu'il a déjà, il faut bien le dire, passé également une année en continental quand il était en Amérique du Sud, du côté de Richard Carapace. Mais ouais, il a déçu parce que je pense qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui et que physiquement il était un petit peu limite. Voilà, Carapace. Un peu trop léger, puis je termine avec la totale. Ouais, un peu léger là aussi en termes de résultats du côté de la formation française. Mathieu Burgodeau seulement 10e, Jordan Gégat 24, 23 points récupérés sur cette journée de course alors que tu pars avec Burgodeau, Gégat, Delettre. C'est vrai que Delettre pour le moment on le voit quand même assez peu. Le coureur qui était chez Saint-Michel, Aubert 93, c'est vrai que pour le moment il ne nous a pas vraiment émerveillé par son talent en ce début de saison par rapport à l'an dernier. Avec cette formation. Et puis Gégat, pas exceptionnel non plus. Alors là, c'était pas vraiment son registre de course. Mais dans ce cas-là, il y a Burgodeau. Burgodeau, ça fait quand même depuis quelques temps qu'on le cherche un petit peu. Mathieu Burgodeau, pour moi, c'est un coureur qui stagne, qui plafonne, voire qui régresse légèrement. Mathieu Burgodeau, c'est un coureur qui était quand même très prometteur, qui avait fait notamment un bon Tour de France en 2023, mais qui jusqu'en 2023 est plutôt sur une progression ascendante. L'an dernier, on ne l'a pas énormément vu, Mathieu Burgodeau. Pas suffisamment à mon goût, notamment sur le Tour de France et sur les grosses courses, quand il a fait des grosses épreuves. Et je m'attendais à un petit peu mieux aujourd'hui, en sachant qu'en plus, là, c'est vraiment un registre où il peut être performant, Mathieu Burgodeau. Seulement 10e aujourd'hui, 21e du Tour de la Provence, et puis des courses en Espagne qui avaient été compliquées, hein, avec un abandon et une 100e et une 125e place à Palma de Majorque. On va voir si la forme va s'améliorer du côté du Tour des Alpes-Maritimes. Mais c'est vrai que c'est un coureur important, qui était important dans l'effectif de la Total Energy, lui aussi en fin de contrat. Et ça fait depuis un an qu'il est un peu disparu. Donc j'espère mieux, j'attends mieux de la part de Mathieu Burgodeau. Je me dis que vu le talent qu'il avait quand il est arrivé chez Total Energy, je pense qu'il a toujours ce talent-là. À lui de montrer ce qu'il sait faire désormais. Lui de montrer qu'il a progressé, parce que sinon ça sera l'espoir qui n'a pas confirmé. Autant vous dire que chez Total Energy, on en a eu quand même pas mal qui sont passés dans cette formation sur les 10 dernières années. Donc ça serait dommageable. Bon, pas grand chose d'autre à dire sur cette classique VAR. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!